pour faire évoluer ça. À ça, ce débat-là, c'est-à-dire royalties, brevets versus innovation ouverte, est encore, comment dirais-je, très tendu. Il n'y a pas d'unanimité, il n'y a pas de consensus. On parle aussi d'innovation ouverte, des innovations qui sont protégées essentiellement par des brevets. Donc il y a une grande confusion là-dessus. Et moi, c'est une question que j'aimerais bien que mes petits camarades abordent. C'est est-ce que les standards ouverts tuent l'innovation, favorisent l'innovation? Quelle est votre position? Je pense que je peux déjà répondre à ce sujet que j'ai pas mal étudié. Surtout que nous avons à la Bulle François Pellegrini, qui est la meilleure spécialiste française sur la question. J'ai passé beaucoup de temps avec lui. Donc les brevets n'ont jamais favorisé l'innovation. C'est à cette conclusion qu'on est arrivé. Les brevets sont essentiellement faits pour enrichir tous les juristes qui gravitent autour. Alors quelquefois il y a un gagnant, comme à la loterie, comme au casino, qui va toucher un gros pactole, on dit regardez comme ça rapporte. Mais en réalité, pour rapporter beaucoup une fois, il y a beaucoup de perdants. Ces perdants, ce sont des gens des PME qui ont investi pour déposer le brevet, qui ne verront jamais le jour, qui n'en verront jamais le retour. Il y a aussi des gens qui se font racheter leur brevet pour qu'ils ne soient jamais exploités de façon à tuer toute concurrence dans l'œuf. Et enfin, si ça ne suffit pas, les grosses entreprises font des procès aux petites qui seront asphyxiées par les frais juridiques, même si elles ont raison. Hein. Et si un procès ne suffit pas, on en met 2 ou 3, ça suffit. Il y a aussi des cabinets d'avocats qui vivent aussi de ça, qui achètent des brevets pour pouvoir faire des procès ensuite. Si bien qu'aujourd'hui, il y a même des boîtes comme Apple qui vient de sortir une note en disant que finalement les brevets, c'est pas la panacée. Les brevets s'enrichissent qui? Les organisateurs du jeu d'argent. Exactement comme le casino s'enrichit l'organisateur du casino. Voilà, c'est tout. Et finalement, ce n'est que ça. J'ai une petite formule aussi. Ces juristes qui sont là pour protéger la société, finalement, je les compare aux chiens de berger. Et je dis, les chiens de berger ont attaqué le troupeau, que doit-on faire? Alors, pour parler concrètement sur cette question de l'innovation ouverte et brevet, il y a 5 ans, quand on a initié nos premiers projets R&D, on était contraint par l'OSEO, DRIR et consorts de signifier dans le dépôt du projet les brevets qu'on allait déposer. Donc on avait un frein. Et il a fallu beaucoup de temps pour leur faire comprendre qu'on n'était pas là pour produire des brevets ou fournir des brevets, mais surtout de répondre à des besoins et de fournir des projets et des solutions qui fonctionnent. Donc déjà, je dirais que maintenant, oui, on peut faire de l'innovation ouverte avec des fonds européens et surtout à plusieurs et de manière collaborative. Donc ça marche. Ensuite, concrètement, au sein d'OW2, on a lancé les initiatives il y a 3 ans. On a un peu de mal à les faire avancer, mais on essaye. On n'est pas financé, par contre. Ça, c'est vraiment sur le temps de chacun des éditeurs et participants d'OW2. On a fait la BI initiative pour démontrer que nos différents composants fonctionnaient ensemble. Donc on peut faire de l'innovation ouverte sans pour autant déposer des brevets à la sortie. Oui, je pense qu'aujourd'hui, au contraire, on nous demande peut-être moins si on va déposer des brevets quand on veut faire des projets de recherche ou des choses comme ça. Par contre, on nous demande peut-être plus si on va aller vers des formats ouverts ou si on va aller vers publier du code, de l'open source, des choses comme ça. Donc, je crois que là-dessus, ce combat-là, il est à mon avis gagné, même s'il faut rester vigilant. Après, tu parles des initiatives dans OW2. Ben, les initiatives dans OW2, alors c'est une approche d'interopérabilité. Finalement, dans OW2, on a un consortium open source. On a un certain nombre de projets qui sont des middleware, hein, que ce soit du portail, que ce soit de la business intelligence, que ce soit du parallel computing ou des choses comme ça, ou de l'ESB dans mon cas. Et en fait, se pose à un moment donné la question de l'interopérabilité. Alors, comme les projets qui sont dans OW2 sont bien souvent bâtis sur des standards ouverts, on a une certaine facilité à aller vers l'interopérabilité, mais on s'aperçoit que, et on revient à ce que disait Jean-Pierre au début, on s'aperçoit que les initiatives, c'est un endroit où les différents éditeurs ou les différentes équipes de recherche autour d'un ensemble de technologies
soit la business intelligence, que ce soit les architectures orientées services, que ce soit des choses comme ça, mais se mettent ensemble, ont la volonté de faire interopérer leur logiciel, y compris en l'absence de normes d'interopérabilité, mais de faire interopérer leur logiciel pour apporter plus de valeur à leurs utilisateurs. Et par rapport à ça, il y a un sujet dont on n'a pas parlé et qui me semble un peu à l'opposé de tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur les standards. C'est en fait ce qu'on observe avec les sites Web 2 et tous ces services qui se basent sur des API très simples, où les gens, simplement, pour le coup, sur des technologies bien souvent assez fermées, même si on peut avoir un peu d'open source derrière, mais sur des plateformes assez fermées, exposent un accès à leur plateforme et se retrouvent avec plein d'utilisateurs de cette plateforme. Alors on peut avoir les Facebook, les Twitter et autres. Et là, on a une sorte d'interopérabilité ad hoc qui est faite qui est plus le résultat de la volonté des gens de réutiliser un existant que d'une normalisation lourde ou des choses comme ça, quoi. Je comprends. Bien, je vous remercie tous. On arrive à la fin de cette table ronde.